On dit que les objets traités avec soin finissent par abriter une âme. Alors, que penses-tu qu'il advienne des choses que l'on jette? Quelle sorte d'âme trouve refuge dans les ordures? C'est cette pensée qui met cette histoire en mouvement. Tout commence par une enfant, attristée par la vue de sa peluche déchirée. Sa mère, pensant qu'elle aurait l'air misérable même si elle la recousait, décide de la jeter et d'en acheter une nouvelle à la place. Elle se rend au dépôt d'ordures près de chez elle, laisse tomber un sac de déchets dans les profondeurs souterraines, puis s'en va sans un mot. Pendant ce temps, une silhouette encapuchonnée observe la scène depuis l'ombre. Dans ce monde, tout comme dans le nôtre, les gens transforment vite les objets en déchets, les traitant comme des choses sans valeur, sales et jetables. Malheureusement, cette logique s'applique souvent aussi aux êtres humains. Après avoir assisté à la scène, la silhouette encapuchonnée descend dans les souterrains, là où tous les déchets de la ville sont traités. Un garde aperçoit l'intrus et pointe immédiatement son arme. Ici, l'étranger encapuchonné est connu sous le nom de voleur des décharges, ce criminel qui dérobe les ordures et ternit l'image immaculée de la cité. Le garde déclenche l'alarme et 2 soldats armés arrivent en renfort. Le voleur leur jette des sacs poubelles, gagnant juste assez de temps pour s'enfuir. Mais d'autres gardes le rattrapent et ouvrent le feu. Avec une agilité presque surhumaine, ce mystérieux jeune homme esquive chaque balle, slalomant, bondissant et roulant à travers le chaos pour échapper à ses poursuivants. Alors que d'autres gardes rejoignent la poursuite, il est frôlé par une balle, mais parvient tout de même à disparaître dans les égouts. De retour à la surface, le voleur grogne. On l'appelle toujours un voleur. Lui, il ne se voit pas du tout ainsi. Le lendemain, sur la place de la ville, 2 femmes bavardent à propos des rumeurs. Le voleur des décharges a encore frappé la nuit dernière. L'une insiste pour dire que ce criminel doit être un tribal, mais l'autre lui donne un coup de coude pour qu'elle se taise en voyant un homme tribal à proximité. Lorsqu'il s'éloigne, les 2 femmes laissent bien entendre qu'elles préféreraient que ce genre de personnes ne mettent jamais les pieds dans leur quartier. L'homme traverse le quartier chic de la ville jusqu'à atteindre les taudis, l'endroit qu'il appelle chez lui. La frontière entre ces 2 mondes est marquée par un immense mur, impossible à ignorer. Dans les taudis, les maisons sont laides et sales, et les pauvres errent dans les rues malodorantes. Même ici, les rumeurs à propos du voleur des décharges vont bon train. Beaucoup sont certains que ces frasques finiront par attirer les apôtres sur leur quartier, et ce, d'un jour à l'autre. Pendant ce temps, Rudo, occupé à réparer des objets qu'il a récupérés dans les ordures, se fait réprimander par son ami Chiwa. Encore une fois, il a mis son nez là où il ne fallait pas, et personne ne peut prédire ce que les autorités feraient s'il le surprenaient. Tout le monde ici sait à quel point la ville prend ses lois sur les déchets au sérieux. Chiwa aimerait comprendre pourquoi son ami continue de prendre autant de risques. Rudo explique que les riches jettent des choses encore parfaitement utilisables sans y réfléchir à 2 fois, et qu'il ne peut s'empêcher d'éprouver de la peine pour CSS objets abandonnés. Et puis, il a besoin d'argent pour survivre. Chiwa le taquine, disant qu'il doit vraiment aimer les ordures. Rudo s'apprête à protester, mais un groupe d'enfants au regard mauvais arrive avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Leur chef se moque aussitôt de l'odeur de Rudo et de ses gants sales, avertissant Chiwa qu'elle finira par sentir mauvais si elle reste avec lui. Un autre garçon donne un coup de pied dans la lampe que Rudo était en train de réparer, en ricanant que personne n'achèterait un objet touché par un type aussi crasseux. Chiwa prend la défense de son ami, soulignant qu'aucun d'eux n'est si, mais les brutes ne veulent rien entendre, insistant sur le fait que Chiwa devrait rester loin d'un garçon comme Rudo, surtout parce qu'il est le fils d'un meurtrier dérangé. Selon eux, ce bidonville a été construit pour contenir les criminels, et tous les habitants ont fait des efforts pour se racheter et effacer cette étiquette. Mais tous ces efforts ont été réduits à néant lorsque le père de Rudo a tué plusieurs personnes. En entendant cela, Rudo fixe le meneur d'un regard furieux, débordant de haine pure. Terrifié, le garçon tente de prouver à tous que c'est exactement le regard d'un criminel, transpirant à grosses gouttes et marmonnant « tel père, tel fils ». Les brutes s'éloignent en rasant les murs, non sans avoir lancé un dernier avertissement. Rudo finira comme son père, un assassin. Une fois le trio parti, Chiwa essaie de réconforter son amie. Elle dit à Rudo qu'elle croit en lui, qu'il n'est pas une mauvaise personne et qu'il ne ferait jamais de mal à qui que ce soit.
Puis elle aperçoit la peluche qu'il a récupérée dans les déchets et en tombe immédiatement amoureuse. Voyant à quel point elle l'aime, Rudo tente de lui dire que c'est un cadeau. Mais sa voix est trop faible, et avant qu'il ne parvienne à prononcer les mots, la mère de Chiwa l'appelle. Comme toujours, la femme ordonne à sa fille de rester loin de Rudo. Mais Chiwa prend sa défense, pendant que Rudo, de son côté, se désole de ne pas avoir eu le courage de s'exprimer. Le mal compris. Rudo rentre chez lui la tête basse. Là, il tombe sur Recto, l'homme tribal humilié par les femmes sur la place de la ville. Recto taquine Rudo sur le fait qu'il n'ait pas réussi à offrir la peluche à Chiwa, ce qui fait paniquer Rudo lorsqu'il réalise que Recto a tout vu. Celui-ci abandonne alors la plaisanterie. Recto encourage Rudo à être plus direct sur ce qu'il veut. Puis, changeant de ton, il lui demande de lui expliquer exactement ce qui s'est passé lors de la virée aux ordures la nuit dernière. Recto pense que Rudo prend trop de risques pour de l'argent. Il est encore trop jeune et pourrait finir par se mettre dans de graves ennuis. Rudo rétorque qu'il ne s'est jamais fait attraper auparavant, mais Recto lui rappelle que cela ne change rien au fait qu'il a failli se faire tuer. Même s'ils ne partagent aucun lien de sang, Recto considère Rudo comme son fils. Il l'a recueilli alors qu'il n'était encore qu'un bébé, abandonné de tous. Rudo reconnaît ce lien et comprend pourquoi son père adoptif s'inquiète. Il lui doit une gratitude qu'il n'oubliera jamais. Alors Recto lui dit que s'il est aussi honnête avec Chiwa qu'il l'est avec tout le monde, elle finira forcément par tomber amoureuse de lui. Nerveux, Rudo manque de faire tomber la lanterne en entendant cela, et dans le mouvement, son père adoptif aperçoit l'éraflure causée par une balle sur son bras. Le visage de Recto devient grave, tandis qu'il insiste pour soigner la blessure. Et pendant qu'il y est, il décide aussi de changer les bandages de la main du garçon, lui demandant d'enlever ses gants. Recto le supplie de ne pas retourner à la décharge. Personne ne peut prévoir ce qui pourrait arriver s'il y retourne. Rudo hausse les épaules, affirmant que cette blessure n'est rien, surtout comparée aux cicatrices que son véritable père a laissées sur ses mains. Recto, soudain assombri, lui rappelle que dans cette ville, la loi a toujours été claire. Quiconque commet un crime grave est exécuté sur le champ et jeté dans l'abîme. C'est là que le père de Rudo a fini. Pour cette raison, Recto le prévient. Il doit faire extrêmement attention à ne pas connaître le même sort. Aussi loin qu'il s'en souvienne, les mains de Rudo ont toujours été noires comme la suie, marquées par une douleur insupportable qui surgissait sans prévenir, et par les regards de dégoût que les gens lui lançaient en voyant à quel point ses blessures étaient hideuses. Son esprit avait déjà été brisé dès l'enfance. Puis, un jour, Recto lui donna les gants que Rudo porte encore aujourd'hui. Ils étaient déjà vieux et usés, mais la douleur commença à s'atténuer, petit à petit. À cause de cela, Rudo ressent une dette envers cet homme qu'il ne pourra jamais rembourser. Finalement, Recto taquine son fils officieux en lui disant que s'il veut vraiment conquérir le cœur de Chiwa, il va devoir se dépêcher. Sinon, quelqu'un d'autre viendra lui voler cette jolie fille. Sur ce conseil, il lui suggère de lui offrir enfin la peluche et qui sait, peut-être même lui voler un baiser de princesse au passage. Bien sûr, fidèle à lui-même, Rudo, toujours aussi timide, réagit un peu trop vivement. 6 cris de colère résonnent à l'extérieur, là où, sans qu'il le sache, une silhouette tapie dans l'ombre rôde dans les ruelles crasseuses, juste à côté de leur porte. Recto tente tout pour décrocher un sourire à ce gamin à la mine la plus boudeuse du quartier. S'il ne pouvait pas rire sincèrement, disait-il, alors il devait faire semblant, faire comme si, jouer un rôle, faire tout ce qu'il faut. L'important, c'était d'avoir l'air plus aimable pour que la jolie fille commence à se sentir plus proche de lui. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Rudo n'avait aucune confiance en ces yeux rouges sang si sauvages qui ne provoquaient chez les autres que crainte ou rejet, tout sauf de la sympathie. Tandis qu'il marche à travers le bidonville, Rudo repense à ce que les gens disent. L'abîme est une immense décharge, la destination finale de tous les déchets et de tous ceux qui commettent un crime. En y pensant, le garçon tombe justement sur un autre habitant de la ville en train d'être condamné dans le coin le plus reculé de la favela. L'homme est jeté à jamais dans le gouffre, parmi les ordures, tout comme son père, d'après les rumeurs. Alors que le criminel est condamné,
La foule en délire autour de lui répète inlassablement « À l'abîme, les déchets! À l'abîme, les déchets !» C'est à ce moment-là que Chiwa surgit et le fait sursauter de peur, le laissant totalement confus devant la fille qu'il aime. Elle lui explique que le quartier Rudo a été construit à la lisière de la ville, juste à côté de l'abîme, pour rappeler chaque jour aux pauvres qu'eux aussi pouvaient finir dans ce gouffre au moindre faux pas, qu'ils le veuillent ou non. Quand on vit à Rudo, on finit tôt ou tard par assister à une exécution. Au passage, elle lui dit qu'elle ne veut pas que Rudo finisse là-dedans et qu'il devrait écouter davantage Recto, parce que lui aussi tient à lui. En entendant ce « aussi », Rudo se dit que Chiwa laisse entendre qu'elle l'aime bien, elle aussi. Quand il aborde le sujet, tous deux se perdent dans un échange maladroit, rougissant l'un comme l'autre, jusqu'à ce que Chiwa remarque le lapin en peluche dans ses mains. Sans possibilité de fuir, il lui donne le jouet, disant que le lapin serait bien plus heureux avec elle que dans les ordures. Juste après cela, complètement chamboulé, il détale à toute allure pour aller raconter à Recto ce qui vient de se passer, impatient de voir la réaction de son père adoptif. Sur le chemin du retour, il retombe sur les apôtres en patrouille dans le bidonville, rendant tout le monde nerveux. Enfonçant la porte de chez lui, Rudo jure avoir vu Recto à l'entrée pour se rendre compte, trop tard, que son vieil ami est en train de se faire assassiner par la même silhouette mystérieuse qui rôdait autour de leur maison la veille. Pris de panique, Rudo attaque le tueur, mais il est facilement maîtrisé, blessé et forcé d'assister, impuissant, à la fuite du meurtrier. À peine vivant, Recto appelle son fils adoptif, lui suppliant de fuir pour sauver sa vie. Mais paralysé par la peur et la rage, Rudo ne veut rien d'autre que rester pour sauver son ami. Rassemblant ses dernières forces, Recto rend les choses claires. La vraie mission du garçon, c'est de changer ce monde pourri. Soudain, un pistolet paralysant retentit. Les apôtres surgissent dans la maison, accusent Rudo du meurtre et l'arrêtent pour homicide. Rudo essaie désespérément de s'expliquer, mais personne ne veut l'écouter, et Recto est déjà pratiquement mort, incapable de défendre le pauvre garçon. Les apôtres le routent de coups pendant qu'il tente de se protéger, jusqu'à ce qu'un des officiers lui assène un coup de poing si fort qu'il le laisse inconscient. Dehors, les voisins murmurent entre eux que Rudo a enfin tué quelqu'un, confirmant leurs soupçons. Il a bien suivi les traces de son père meurtrier. Parmi eux, Chiwa n'arrive pas à croire que son meilleur ami ait pu faire une chose pareille. Au passage, elle lui dit qu'elle ne veut pas que Rudo finisse là-dedans et qu'il devrait écouter davantage Recto, parce que lui aussi tient à lui. En entendant ce « aussi », Rudo se dit que Chiwa laisse entendre qu'elle l'aime bien, elle aussi. Quand il aborde le sujet, tous deux se perdent dans un échange maladroit, rougissant l'un comme l'autre, jusqu'à ce que Chiwa remarque le lapin en peluche dans ses mains. Sans possibilité de fuir, il lui donne le jouet, disant que le lapin serait bien plus heureux avec elle que dans les ordures. Juste après cela, complètement chamboulé, il détale à toute allure pour aller raconter à Recto ce qui vient de se passer, impatient de voir la réaction de son père adoptif. Sur le chemin du retour, il retombe sur les apôtres en patrouille dans le bidonville, rendant tout le monde nerveux. Enfonçant la porte de chez lui, Rudo jure avoir vu Recto à l'entrée pour se rendre compte, trop tard, que son vieil ami est en train de se faire assassiner par la même silhouette mystérieuse qui rôdait autour de leur maison la veille. Pris de panique, Rudo attaque le tueur, mais il est facilement maîtrisé, blessé et forcé d'assister, impuissant, à la fuite du meurtrier. À peine vivant, Recto appelle son fils adoptif, lui suppliant de fuir pour sauver sa vie. Mais paralysé par la peur et la rage, Rudo ne veut rien d'autre que rester pour sauver son ami. Rassemblant ses dernières forces, Recto rend les choses claires. La vraie mission du garçon, c'est de changer ce monde pourri. Soudain, un pistolet paralysant retentit. Les apôtres surgissent dans la maison, accusent Rudo du meurtre et l'arrêtent pour homicide. Rudo essaie désespérément de s'expliquer, mais personne ne veut l'écouter, et Recto est déjà pratiquement mort, incapable de défendre le pauvre garçon. Les apôtres le routent de coups pendant qu'il tente de se protéger, jusqu'à ce qu'un des officiers lui assène un coup de poing si fort qu'il le laisse inconscient. Dehors,
Les voisins murmurent entre eux que Rudo a enfin tué quelqu'un, confirmant leurs soupçons. Il a bien suivi les traces de son père meurtrier. Parmi eux, Chiwa n'arrive pas à croire que son meilleur ami ait pu faire une chose pareille.